Un grand merci à Gabriel de la bibliothèque. C'est avec lui qu'on a un partenariat pour pouvoir avoir cette belle salle. Alors, la Maison de la Culture aussi est notre partenaire et qui nous prête la salle. Et aussi un charmant technicien dont je ne me souviens plus le nom à l'arrière, mais qui est là aussi pour nous aider à présenter ça aujourd'hui. Comme à l'habitude, j'ai une petite table ici. Ceux qui sont pas inscrits, j'ai des petits formulaires d'inscription. On a aussi le dernier bulletin. J'aurai possiblement le bulletin de la Côte-à-Baron tout à l'heure. Je l'avais oublié, je ne pas être là. Donc, ceux qui veulent plus d'informations après la conférence, vous allez pouvoir vous procurer. Et, euh, et c'est ça, aussi des paquets de archives de bulletins dans les premières années. J'ai fait des petits paquets là, avec des prix d'acquis. Alors, la conférence d'aujourd'hui, des seigneurs et propriétaires de la Côte-à-Baron, est animée par M. Justin Beur, qui est administrateur chez nous, aussi qui fait partie de Mémoire du Myland et qui est un de nos guides chevronnés. Ne manquez pas ces visites guidées. Si vous êtes membre, vous recevez notre programmation des visites guidées aussi. Vous allez la recevoir bientôt. Alors, Justin s'amuse depuis quelques années à suivre des chaînes de titres de propriété dans le but de comprendre le développement de la ville. La Côte-à-Baron, c'est un secteur qu'il connaît très, très bien. Il écrit ici dans notre bulletin et c'est ça sur le site web de Mémoire du Maryland. Et Justin, tu es en train de terminer ton doctorat en études urbaines, hein, c'est ça, de l'UQAM. Alors, accueillons chaleureusement Justin avec vous. Bonjour et merci d'être là. Oui, je pense que je vais rester assis et puis aussi merci au monsieur qui m'a passé un pointeur. Je vais pouvoir indiquer les choses de façon sobre et digne au lieu de faire une danse et des gesticulations devant l'écran. Donc, pardon. Bon. Euh, la Côte-à-Baron, donc, c'était le sujet d'un numéro récent du Bulletin de la Société d'Histoire. Et vous savez que quand on fait un ouvrage collectif, on a fait appel à différents auteurs et tout le monde soumet son texte. Et puis, si on a de la chance et si on a bien choisi les sujets et les auteurs, on finit par avoir quelque chose qui dresse un portrait global. Mais c'est souvent dans les ouvrages collectifs quand même qu'il y a des petits trous entre les articles qu'on n'a pas pensé à remplir. Et si vous voulez, ma conférence aujourd'hui, c'est un petit peu ça, remplir les trous entre les fentes des articles enfin, de ce bulletin-là. Ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier bulletin. Euh, mais aussi, c'est pour offrir un peu plus de détails sur certaines des choses dans mes propres articles, pour raconter au moins une des histoires que j'avais mis dans le bulletin, si vous voulez connaître l'histoire de telle personne ou telle chose, vous allez devoir attendre un prochain bulletin. Bon, finalement, je vais en parler aujourd'hui. Bref, c'est donc contexte et supplément sur la Côte-à-Baron. Enfin, là, j'ai montré évidemment au centre en grand ce numéro récent, qui est donc automne 2024, mais tout autour, les autres euh, qui sont des numéros qui sont directement reliés à cette partie du plateau. Cette partie du plateau, en fait, je vais vous indiquer en grand détail tantôt ce que c'est, mais on parle surtout de la partie entre Sherbrooke et Duluth, entre l'avenue du Parc et la rue Saint-Denis à peu près. Euh, et donc, on en a parlé dans d'autres contextes. Bon, l'Hôtel Dieu, c'est enfin, maintenant l'ancien Hôtel Dieu, mais l'Hôtel Dieu des années 1860, c'est une institution essentielle du secteur. L'institution des sourdes-muettes, encore une fois, ancienne institution sur la rue Saint-Denis, au coin de la rue Roy, autre institution majeure. Le Square Saint-Louis, le carré Saint-Louis, c'est la destination préférée de ce secteur. Le plateau agricole, parce que avant l'urbanisation, c'était plein de vergers et d'activités assez agricole. Et en fait, en regardant de nouveau ce numéro plateau agricole, je vois que presque tous les articles portés sur le Côte-à-Baron aussi. Il y a eu aussi un couple d'articles là-dessus dans le patrimoine bâti populaire
et évidemment la rue Saint-Denis, qui est une artère principale qui traverse ce territoire. Alors, je ne vais pas... Enfin, c'est tout ça pour dire en fait que quand on essaie de faire un numéro sur la Côte à Baron, on déborde très facilement. Heureusement qu'on avait déjà d'autres numéros qui ont aidé à couvrir le sujet. Puis aujourd'hui aussi, ça va être une petite sélection de sujets pertinents. Bon, je commence par le nom et tout de suite après, ça va être la description géographique. Alors, c'est un toponyme informel, c'est-à-dire ça n'a jamais été officialisé par une autorité quelconque, mais ça c'était très utilisé au 18e et au 19e siècle. Et dans les actes de vente de terrain ou n'importe quoi où on avait besoin de spécifier un lieu, on utilisait abondamment les noms informels au 18e, au 19e, parce que, bon, c'était, dans bien des cas, c'était les seuls toponymes qu'on avait. Donc, ça m'a aidé, on va voir dans quelques instants, à essayer de retracer l'usage du terme parce que c'est dans les documents légaux qui sont conservés et bien classés qu'on peut le plus facilement essayer de imaginer d'où ça vient puis comment les gens l'utilisaient. Le terme code à Montréal est toujours sujet à confusion parce que, bon, évidemment, dans la langue de tous les jours, une côte, c'est une pente, c'est un coteau, une dénivelé. Sauf que quand c'est un nom géographique à Montréal, normalement, c'est un ensemble de terres qui partagent un chemin d'accès qui se trouve souvent le long de la rive du Saint-Laurent ou de la rivière des Prairies, d'où l'origine du nom. C'est la côte, côte dans le sens de rive. Et que les Sulpiciens, notamment, ont beaucoup utilisé, ce terme que les Sulpiciens ont beaucoup utilisé pendant toute la période où ils étaient seigneurs de l'île de Montréal. Mais la Côte à Baron, ce n'est pas un ensemble de terres ou une division sulpicienne, c'est vraiment un dénivelé. C'est donc, et enfin, très particulièrement, c'est la forte pente qu'on trouve entre la rue Ontario et la rue Sherbrooke pour arriver ici en haut sur le plateau. Et bon, bon aujourd'hui, évidemment, pour nous, le plateau, c'est chez nous, ou presque, si vous venez de l'extérieur, mais c'est quand même très urbain et pas difficile d'accès. Mais si vous montez avant 1861, l'année de la mise en service des premières lignes de tramway tirées par les chevaux à Montréal, c'était vraiment un lieu lointain et c'était pas facile de monter la côte. D'ailleurs, le boulevard Saint-Laurent et je crois aussi la rue Saint-Denis, la pente a été modifiée fin 19e, début 20e pour le rendre plus facile pour les tramways d'abord et ensuite pour d'autres véhicules. Donc, si vous regardez des rues comme l'avenue de l'Hôtel de Ville, par exemple, près du Cégep de Vieux-Montréal, avec une partie en pente très abrupte, avec un escalier dans le trottoir, ça, c'est plus proche de la pente naturelle, je crois. Mais on ne peut pas être certain, surtout que la pente n'est pas toujours pareille. Il y a des endroits où c'est très abrupt, il y a d'autres endroits où c'est moins abrupt. Quand on va plus vers l'ouest, vers la rue de Bleury, ça commence vraiment aussi à devenir assez flou. Et finalement, le dénivelé change d'axe pour être plutôt dans l'ouest, sous le boulevard René Lévesque plutôt que sur la rue Sherbrooke. En tout cas, dans notre partie entre Bleury et Saint-Denis, c'est très clairement assez évidemment entre Ontario et Sherbrooke. Bon, pour les deux dernières, c'est la partie du faubourg Saint-Laurent la plus éloignée de la ville dans le sens du Vieux-Montréal, la partie des terres du Coteau-Saint-Louis à l'intérieur de la limite des Sans-Chênes. Alors, regardons une carte maintenant pour voir de quoi je parle. La ville, donc, pendant tout le régime français et au début, après la conquête, Montréal se tient là-dedans. Tout le reste, c'est des terres agricoles. Et on parlait des différentes côtes des Sulpiciens.
enfin, les zones directement autour de la ville ont des noms spéciaux. Donc ici, on parle des terres adjacentes au courant Sainte-Marie, parce que le courant Sainte-Marie est dans le fleuve ici. Donc, Sainte-Marie, c'est souvent le courant plutôt que la côte. Ici, la ville, si vous pensez à la topographie du Vieux-Montréal, dans tous les sens, on doit monter pour arriver sur la rue Notre-Dame. C'est vraiment tout le Vieux-Montréal est construit en hauteur qui surplombe le fleuve et qui surplombe aussi de l'autre côté la rue Saint-Antoine. Et avant le début du 19e siècle, il y avait même une butte qui était encore plus haut dans le secteur est de la rue Notre-Dame à l'est du château Ramsay. Et c'est pas clair si c'est seulement cette butte-là ou tout le dénivelé, enfin le monticule le long de la rue Notre-Dame, mais on appelait ça Coteau-Saint-Louis. Donc, pour les Sulpiciens, enfin, même avant, pour Maisonneuve aussi, comme représentant des premiers seigneurs à la fondation de Montréal, quand on parlait des terres près du Coteau-Saint-Louis ou derrière le Coteau-Saint-Louis, on parlait de tout ce qui était directement en arrière de la ville. Et donc, quand les Sulpiciens ont formalisé l'idée plus tard, le Coteau-Saint-Louis, c'est tout ça, entre justement je n'ai pas ma propre carte, mais ici, on est à peu près à la rue du Rocher, et ici, c'est à peu près la rue Saint-Hubert. Aussi, la partie en brun ici, bon, ça devient la pointe Saint-Charles. Ici, on appelle aussi pointe à Bref, c'est des espaces avec des noms spéciaux. Sinon, on a la côte des Neiges, la côte Saint-Antoine, ici la côte Saint-Joseph, des lieux avec des noms plus conventionnels. Alors, quand on a la ville, donc, on a notre côte au Saint-Louis, mais une fois qu'on met des fortifications autour de la ville, rapidement, on a des gens qui insistent à s'installer à l'extérieur des fortifications. C'est une fatalité, en fait. Chaque ville entourée d'un mur, d'un cloison, finit par avoir des faubourgs, des espaces à l'extérieur. À Montréal, même au 18e siècle, on avait le faubourg Saint-Laurent de ce côté-ci, le faubourg Saint-Joseph de ce côté-ci, et le faubourg Sainte-Marie de ce côté-ci, avec le faubourg Saint-Antoine qui se développe ici. Parfois, on appelait ce coin-là, au nord-est, le faubourg Saint-Louis, etc. Mais quand même, le faubourg Saint-Laurent, c'est un développement très important, rendu au moment de la conquête. Les faubourgs commencent à avoir à peu près la même population que la ville elle-même, et au 19e siècle, les faubourgs vont de loin dépasser en population la petite ville d'origine. Et donc, pendant tout ce développement important, on arrête de parler de Coteau-Saint-Louis, de terre de Coteau-Saint-Louis, parce que ça, c'est pour le monde rural. Ça, c'est vraiment le faubourg Saint-Laurent. Et sa rue principale, c'est la rue Saint-Laurent. Et le développement monte graduellement vers la rue Ontario et arrête là. Donc, au-delà, c'est la Côte-à-Baron. Deux autres choses à montrer là-dessus. J'ai mis un pointillé tout autour comme ça. Ça, c'est la limite que les autorités britanniques ont donnée d'abord aux districts électoraux urbains pour l'Assemblée du Bas-Canada. Donc, c'est dès 1792, avec l'Assemblée législative, qu'on commence à parler de comté. En monde rural, chaque district électoral, c'est un comté. Mais dans les villes, on a des circonscriptions urbaines. Et pour Montréal, on a décidé que ce ne serait pas seulement la petite ville, mais tout ça pour englober les faubourgs et aussi englober de l'espace supplémentaire pour l'expansion urbaine future. On a bien pensé leur faire. Et en 1796, avec la loi sur les chemins, on commence à mettre et aussi en fait la mise en place du régime des juges de paix pour la gestion des affaires urbaines de Montréal. C'est ça le territoire qui est couvert par cette gestion urbaine. Donc, quand Montréal va devenir une municipalité, va avoir son incorporation en 1832, on va prendre la même limite. Bon, cette incorporation de 1832 est temporaire et abandonnée pendant le temps des troubles de 37-38, mais on réincorpore la ville de Montréal en 1840
encore une fois avec cette même limite. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur cette limite, comme elle est vraiment très utile et euh, qui, qui, qui est soigneusement adaptée à la topographie ou peut-être à la division précédente des terres, mais en fait, pas du tout. C'est une ligne complètement arbitraire qui a été posée à 100 chaînes ou à 2 kilomètres des murs de fortification. Donc, on prend ce mur-là, tac, on porte la ligne là, ce mur-là est reporté là, ce mur-là est reporté là. Et les lignes rouges que vous voyez partout, ça, c'est des lignes de propriété entre les terres rurales qui ont été concédées par Maisonneuve ou les Sulpiciens. Vous voyez, ça coupe à travers, partout, ça coupe à travers. La limite municipale n'était jamais alignée avec les propriétés. Ici, c'est la montagne. C'est pas du tout aligné avec la topographie. Donc, c'est une limite aussi inutile que toutes les limites que les Britanniques ont données aux colonies très, très lointaines. Par exemple, la plupart des États, des 13 colonies d'origine aux États-Unis, qui sont devenues les États-Unis, etc. C'était du n'importe quoi. Mais quand même, cette limite a été quand même beaucoup de signification administrative et autres jusqu'aux années 1880 pour faire avec. Et donc, dans ce paysage, j'ai dit, ou je dis quelque part, donc c'est à peu près entre le dénivelé qui se trouve là et la limite de la ville de Montréal, là, qui est notre territoire. Bon, la dernière chose ici, la bande rouge, ça c'est la terre qui a été concédée par Maisonneuve à un certain Jean Auger, dit le Baron, en 1662. On y reviendra. Et voilà, ça c'est la carte topographique qui montre tout ça. J'ai superposé là-dessus des courbes de niveau plus prononcées. Donc, vous voyez ici la texture, ça devrait évoquer les contours du Mont-Royal. Et puis en rouge, c'est donc c'est le bas de l'escarpement. C'est la ligne de 30 mètres. Et puis jusqu'en haut, enfin, quand on a des lignes, des courbes de niveau qui sont rapprochées, c'est qu'il y a une dénivelée assez importante. Et donc, ici, on monte très graduellement jusqu'à la rue Ontario et pas on monte rapidement jusqu'à Sherbrooke. Donc, on voit dans les courbes de niveau notre escarpement. Et ici, vers l'ouest, vous voyez comment ça devient moins escarpé et ça se désagrège un peu. Et finalement, le dénivelé se déplace ici en bas de la rue Dorchester. On va faire un zoom donc, dans la partie qui nous intéresse. Voilà. Donc, dans cette carte de 1869, c'est la carte topographique levée par les ingénieurs britanniques associés à l'armée britannique juste avant son départ. Donc, on est juste après la Confédération. Les Britanniques décident que maintenant, la nouvelle puissance du Canada va être responsable de sa propre défense et que de toute façon, les Britanniques n'ont plus besoin d'être là. Les armées sont ramenées chez eux. Mais avant de partir, ils font des très belles cartes autour de Québec, Montréal, Kingston et quelques autres endroits stratégiques. Et donc, c'est une source précieuse pour nous. Et donc, ça vous donne un peu l'idée de notre secteur, à quoi ça ressemblait en 1869. Alors, il y a de l'urbanisation qui est quand même je devais dire, oui, c'est une grande partie de cette urbanisation qui est récente depuis l'arrivée du tramway. Mais vous voyez le long de la rue Sherbrooke, vous ne serez peut-être pas surpris de voir qu'il y a plusieurs grandes maisons détachées, des grandes demeures, comme en fait c'était le cas sur Sherbrooke plus tard dans l'Ouest, et toutes ces maisons ont survécu jusqu'au milieu du 20e siècle à peu près, quand on a commencé à les démolir les unes après les autres. Mais la rue Sherbrooke, ici, c'était clairement un endroit idéal pour mettre sa maison parce qu'on avait une super vue par-dessus la falaise. Et aussi, si on était assez riche pour construire une maison comme ça, alors on avait probablement envie d'être un peu à l'écart pour profiter de meilleures vues, d'une air plus pure, d'être loin du bruit, de la poussière, de la fumée une fois que l'ère industrielle commence, et surtout des classes populaires.
Et on peut être assez certain qu'il n'y aura pas grand monde qui va prendre l'effort de monter jusque-là, à moins d'avoir une bonne réseau. Voici l'Hôtel-Dieu, donc, grande institution qui change de... enfin, d'ailleurs, c'est ça. Les deux incitations à l'urbanisation dans les années 1960, c'est le tramway, oui, mais aussi l'Hôtel-Dieu. Donc, avec ça, on finit par avoir pas mal de maisons ici. Voici l'institution des sourdes muettes dans sa version initiale des années 1960. Et voici un petit réservoir sur le site du Carré Saint-Louis. J'en parlerai à la fin. Vous voyez aussi, il y a des vergers et il y a beaucoup d'espaces sans construction. Ici, ah oui, ça c'est le futur parc La Fontaine avec les ruisseaux qui passent à travers et vous voyez les courbes de niveau, donc c'est assez escarpé là-dedans aussi. Donc, un paysage plutôt bucolique, en voie d'urbanisation, mais un peu à l'écart encore pour quelques décennies. Ça, c'est la carte. Si vous avez déjà vu le numéro du bulletin, alors c'est ce que j'ai mis là-dedans dans le bulletin pour présenter l'espace. Et dans ce cas-ci, c'est basé sur la carte de Kane de 1846, une carte de la ville de Montréal. Donc, on est 20 ans plus tôt. Il y a moins de maisons, mais en général, ça donne le même genre d'idée. Évidemment, il n'y a pas encore d'hôtel-dieu. Voilà, l'hôtel-dieu, pardon, ici, n'existe pas encore. Mais il y a quand même déjà quelques petites maisons. Et ah oui, ici, c'est la rue Cadieux, plus tard renommée de Bullion, qui sera aussi d'intérêt tantôt, entre la rue Saint-Laurent. Et on commence à pousser, déjà en 1846, on a réussi à pousser la rue Saint-Denis jusqu'à à peu près la rue Chevigny. Mais l'institution des sourds muettes n'est pas encore là. Donc, enfin, pas même jusqu'à la rue Bois, c'est ça. Alors, les rues commencent à arriver. Il y a déjà des gens qui ont des belles maisons sur les flancs de la montagne. OK. Alors, maintenant qu'on a un peu le portrait global du secteur, allons chercher les origines de son nom. Donc, j'ai évoqué j'ai évoqué les documents légaux et depuis quelques années, il existe un outil qui s'appelle Parchemin, malheureusement un nom très générique, mais parmi les bases de données accessibles sur le site web de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, il n'y a peut-être pas beaucoup qui s'appellent Parchemin. Parchemin, c'est un outil d'indexation, enfin, c'est un index des actes de notaire du régime français pour tout le Canada français. Donc, c'est comme un outil très intéressant. Et dans le temps, ça a été prolongé après jusqu'aux années 1830-40. Donc, pour mes besoins ici, c'était vraiment très utile. Et donc, ça permet de trouver des transactions immobilières parce que en Nouvelle-France, comme aujourd'hui, quand on échange un terrain, on doit aller chez le notaire. Et avec Parchemin, on a non seulement les parties, l'acheteur et le vendeur, mais aussi le résumé de l'acte, ce qui donne des informations parfois frustrantes et parfois précieuses sur la localisation de la transaction. De toute façon, on savait déjà qu'en 1662, Jean-Roger dit baron ou le baron reçoit cette concession que je vous ai montrée tantôt, qui est en plein milieu du secteur et qui chevauche la montée, l'escarpement. Et puis en 1696, Auger dit le baron vendu en 1696, il a déjà reçu une autre concession plus au nord. Maintenant, sa bande de terre, au lieu d'être seulement 2 arpents par 15, c'est déjà vendu 2 par 30. Et ça se rend jusqu'à l'avenue du Mont-Royal à peu près. Mais là, il vend en 1696 la moitié, pas la moitié en petits blocs compacts, mais la moitié sur toute la longueur, 1 arpent sur 30. Donc, une longue bande mince, plus ou moins dans l'axe de la rue Saint-Urbain, entre ce qui est maintenant le boulevard de Maisonneuve au sud et, comme j'ai dit, à peu près Mont-Royal au nord. Il vend
à l'hôpital général. L'hôpital général, c'est l'institution fond. C'est pas le Montreal General Hospital. On est quand même au 17e siècle ici. C'est l'institution fondée par Francis Charon avec une compagnie religieuse qu'il appelait les Frères Hospitaliers de la Croix, quelque chose comme ça. Bon, bref, que tout le monde appelait les Frères Charon. Et les Frères Charon gèrent cette institution jusqu'aux années 1740, mais la communauté ne survit, en fait, a beaucoup de mal à survivre après le décès en mer de Francis Charon, de François Charon, pardon. Et c'est comme ça donc que les Sœurs Grises de Marguerite Duville vont reprendre l'institution. Et donc, mais c'est quand même, c'est l'origine des Sœurs Grises qu'on connaît bien aujourd'hui. C'est l'institution que les Sœurs Grises ont continué à faire fonctionner pendant 2 siècles par la suite. Et c'est l'institution qui, déjà à cette époque-là, avait ses terres d'origine sur la pointe Acadière. Donc, pensez à rue Saint-Pierre, au sud de la place Duville. Donc, c'est déjà là l'hôpital général. Et donc, les frères Charon décident qu'ils ont besoin d'avoir un terrain supplémentaire à l'extérieur de la ville et ils achètent ça. Bon, pourquoi est-ce que je mentionne tout ça de l'hôpital général? On va voir ça dans un instant. Mais la plus ancienne mention de Coteau du Baron que j'ai trouvé dans le parchemin est en 1739. Donc, quand même, Auger dit Baron est déjà mort. De son vivant, je n'ai pas trouvé le moindre mention d'une notion de coup à baron, mais ça commence à apparaître au début du 18e. Et 1756, je suis tombé sur un acte qui a fait mon bonheur parce que là, on a la phrase « La maison des pauvres de l'hôpital général près cette ville, située sur leur terre nommée la Coste du Baron. » Ah, enfin quelque chose qui expliquerait pourquoi on a ce nom. Parce que justement, l'hôpital général donc, a 2 emplacements en ville, puis ici sur le plateau. Et ce serait donc une façon de distinguer les 2 emplacements. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi on a décidé de l'appeler comme ça. Et la connexion avec Baron, évidemment, c'est parce que l'hôpital général avait acheté la terre de lui. Donc, ça ne prouve rien encore. Ce sont des mentions uniques que j'ai trouvées je n'ai pas trouvé d'autres documents pour le renforcer, mais au moins il y a ça. Et puis, est-ce que on voit parfois Coteau Baron, parfois Côte à Baron. Enfin, on a vu aussi la Coste du Baron. Et toutes les variantes sont là, même au 18e, même au 18e siècle, c'est ça, avant 1800. Donc, il n'y avait clairement jamais vraiment de clarté sur la forme précise du nom. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, voici l'acte par lequel Jean Auger dit Baron vend sa terre au sieur François Charon, voilà. Voilà, 30 arpents en superficie, en 1 arpent de fond sur 30 arpents de profondeur. Voilà. Ensuite, voici l'acte de 1739 qui est la première référence que j'ai trouvée au coteau du baron. L'acte n'a rien à voir avec l'hôpital général ou quoi que ce soit, c'est juste que l'une des personnes dans cet acte, voilà, est demeurant hors cette ville au coteau du baron. Voilà. Et puis ici, en 1756, ça c'est la phrase que j'ai beaucoup aimée. On a François-Louis dit Jolicoeur, voiturier et charretier, demeurant dans la maison des pauvres de l'hôpital général près cette ville, située sur leur terre nommée la Coste du Baron. Au coteau Saint-Louis et était présent en cette ville. C'est ça, juste pour dire que la personne, même s'il habite hors de la ville, il est venu en ville pour signer l'acte. Voilà. OK, donc
voilà ce qui, pour l'instant, semble être l'origine du nom. Il faut dire que dans le nom est connu depuis très très longtemps, il y a beaucoup d'articles qui en parlent, mais personne n'a jamais essayé d'aller plus loin que suggérer que ça doit faire référence à Jean-Auger Baron. Donc, au moins là, j'ai une explication un peu plus cohérente. Édouard Zotique Massicotte, historien bien connu du début du 20e siècle, a écrit un texte sur le Baron qui est assez amusant. On l'a reproduit en partie dans le bulletin de l'automne dernier. Mais au début de son article, la partie que je n'ai pas reproduite, il fait des spéculations sur l'origine du nom Baron et je pense qu'il ajoute seulement de la confusion. Il amène même la possibilité d'un notaire du début du 19e qui s'appelait Thomas Barron, qui a effectivement résidé sur beaucoup de transactions dans le secteur, mais non, comme j'ai montré, le nom est attesté assez tôt au 18e, donc un notaire du début 19e, c'est un peu trop tard. Et Massicotte, en fait, est en train de chercher un peu partout, puis il n'a pas vraiment trouvé. Donc, on oublie ça. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie de la campagne adjacente à la ville? Bon, j'ai mentionné la rue Cadieux, qui est justement là parce qu'il y avait un notaire du nom de Jean-Marie Cadieux. Et en septembre 1818, il a mis des annonces dans les journaux plusieurs fois pour annoncer qu'il avait 338 lots de terre ou emplacements situés sur la terre de Soussigné de lui-même, à la côte à Baron, près de cette ville, qu'il essaie qu'il voulait vendre à constitution de rente, c'est-à-dire on ne paye pas de somme en capital tout de suite, mais on s'engage à payer 6% par année pendant l'éternité. C'était assez populaire comme façon de vendre des terres à l'époque. Donc, le lotissement Cadieux, mais bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus maintenant parce que j'ai fait un article là-dessus dans le bulletin. Je vais quand même dire un petit mot. Cadieux, en 1818, était un de ces promoteurs qui était beaucoup trop optimiste, qui ne comprenait pas vraiment la dynamique de l'urbanisation et qui pensait qu'en mettant à disposition, enfin, en mettant en vente toute une série de lots, il allait trouver preneur. Bon, pas vraiment. Sa terre commençait à la rue Sherbrooke et continuait dans l'axe justement de la rue Cadieux jusqu'à la rue du Mont-Royal. Il dit ici que le tout se trouve dans les 100 chaînes de cette ville, ce qui n'est même pas vrai. Mais les lots qui étaient entre Sherbrooke et presque Duluth, à l'intérieur de la limite des 100 chaînes de la ville, justement là, il a réussi à vendre presque tous les lots qu'il a réussi à vendre. Puis au-delà de Duluth à Mont-Royal, de son vivant, il a vendu un lot. Et tout le reste a dû attendre les années 1850 avant de commencer à être urbanisé. Donc, enfin, c'était pas grave dans son cas parce que il n'avait pas acheté la terre à crédit. Il l'avait obtenue en épousant une fille d'un ancien propriétaire. Donc, c'était le patrimoine familial. Mais on voit beaucoup d'exemples à travers les décennies de promoteurs qui pensent que ça va se vendre rapidement. Alors, il y en a qui sont même assez imprudents pour acheter des terres à crédit et de se rendre compte après 5 ans qu'ils n'ont pas le moyen de faire leur paiement et qu'ils n'arrivent pas à vendre des lots et c'est le désastre pour eux. Bon. Dans le cas de Cadieux, ce n'était pas un désastre pour lui, mais ce n'était pas une histoire très heureuse non plus. Et si Cadieux a voulu léguer un patrimoine important à ses descendants, ce qui était probablement le cas, mais il a complètement raté son coup. Mais bon, vous allez pouvoir le détail dans le bulletin. Ensuite, il y avait des jardins et si vous avez écouté les conférences de Bernard Vallée, vous avez peut-être sûrement entendu parler du jardin Guilbeault. Le plus important et le plus spectaculaire des jardins Guilbeault était du côté ouest de la rue Saint-Laurent, dans l'axe de l'actuelle avenue des Pins, dans les années 1860. Mais Guilbeault et son épouse
Sophie Labbé, avait commencé dans ce genre d'affaires au début des années 1830. Donc, c'est une longue expérience de commerce de plantes. Guilbeault était horticulteur et il était spécialisé en plantes un peu exotiques qui trouvaient preneur chez les gens riches qui voulaient avoir des jardins impressionnants devant leur maison ou dans leur conservatoire. Il y avait pas mal de grandes demeures avec des conservatoires en verre. Alors, on va chez Guilbeault acheter des plantes. Il n'était pas le seul à faire ça, mais il était probablement celui qui a fait la meilleure promotion et le plus de bruit pendant plusieurs décennies. Il avait tendance à faire faillite ou de toute façon à perdre sa terre de temps à autre parce qu'il n'était pas capable de faire les paiements. Et donc, on a eu 6 ou 7 ou 8, je ne sais plus jusqu'où on est rendu, versions des jardins Guilbeault à travers les années. Bon, voici donc une publicité S. Guilbeault. S, c'est sa femme Sophie, mais c'est en train d'appeler les gens au Jardin botanique de Montréal, Côte-au-Baron, derrière la maison de feu M. Torrance. On en parlera dans un instant. Les propriétaires de cet établissement, en présentant leur remerciement au public en général pour l'encouragement qu'ils ont reçu jusqu'à présent, prennent la liberté de les informer qu'on trouvera en tout temps à leur jardin une collection bien choisie de plantes exotiques, arbres fruitiers, arbustes, plantes vivaces et de pleine terre, oignons à fleurs et graines de fleurs. Ils y appellent l'attention du public. Voilà, donc allez là. Puis ce jardin-là était situé aussi du côté ouest de Saint-Laurent, mais un petit peu au nord de Sherbrooke, à peu près dans l'axe de la rue Milton. Donc, vraiment juste derrière la maison de feu M. Torrance, qui était sur le coin de Sherbrooke et Saint-Laurent. Et puis là, j'ai mis aussi une publicité un peu plus tardive, 1846, mais la maison dont on parle a été construite autour de 1818, enfin quelque part dans les années 1814 à 18. Je ne connais pas l'année exacte. Dans les années, deuxième moitié des années 1810. That commodious two-story stone villa situated on Côte-au-Baron, commonly called a Durham House, together with convenient and extensive outbuildings and a very productive and well-arranged garden under a high state of cultivation stocked with the choicest fruit trees and bushes and supplied with a never-failing spring of excellent water. Un puits, ou enfin une source d'eau excellente qui ne tarit jamais. Bon, et là, c'est SC Bag, c'est Stanley Clark Bag, oui, de la fameuse famille Bag. La maison, en fait, Durham House, a été construite par son grand-père qui s'appelait John Clark et donnée comme cadeau de mariage à la fille de John Clark, qui était la mère de Stanley Clark Bag quand Marianne Clark a épousé Stanley Bag. Une histoire très importante dans la Côte-au-Baron. Voici donc nos maisons, voici nos maisons dans les dessins d'un artiste, j'aime bien ces dessins, John Hugh Ross. Il y en a plusieurs au musée McCord et il y en avait aussi plusieurs au musée Stewart qui font maintenant partie, enfin, les deux musées ont fusionné. Sur le site, par contre, sur le site des collections du McCord Stewart, ils ont seulement les numérisations des dessins qui étaient dans la collection de McCord. On attend encore ceux du musée Stewart, mais c'est pas grave, parce que là, j'ai les 3 maisons que je vais vous montrer. Donc, Molson's, c'est l'ancienne maison de Torrance. Donc, c'est la maison au coin nord-ouest de Sherbrooke et Saint-Laurent. Là aussi, l'histoire est donnée dans le dernier numéro du bulletin, donc je n'ai pas besoin de donner trop de détails, mais Thomas Torrance était un industriel, enfin, on va dire ça, il était au tout début de l'industrialisation au Canada dans les années 1810. Il construisait des bateaux, il était assez riche, puis il voulait être loin de la cohue, donc il a construit sa maison en haut de la côte, à côté de la rue Saint-Laurent. On dit par la suite à plusieurs reprises que la maison a été appelée Torrance's Folly, la folie de Torrance, étant donné que c'était tellement loin de la ville. Je dois mentionner à ce moment-là que Torrance n'était pas le premier à mettre sa maison loin de la ville comme ça. Il y avait auparavant notamment 2 trafiquants de fourrure assez célèbres, Joseph Frobisher,
qui a construit une maison qu'il a nommée Beaver Hall. Devinez pourquoi. Et Beaver Hall était situé justement dans ce qui est aujourd'hui la côte du Beaver Hall, juste au nord de la Gauchetière, à peu près vis-à-vis la rue Belmont. Et donc, à l'époque, on parle des années 1790, c'était pas mal à la campagne, là, même si on n'est pas tellement loin du Square Victoria et donc du début de la vieille ville. Mais voilà, il était en train d'afficher à la fois son indépendance et sa richesse et sa volonté d'être tranquille et à l'écart du peuple commun. Et puis l'autre qui est assez bien connu, c'est Simon McTavish. McTavish qui a décidé qu'il allait construire une grande demeure sur le point le plus haut qui était accessible en 1800. Et donc, il a essayé de construire une maison à peu près au niveau de l'avenue des Pins, dans l'axe de la rue Peel à peu près, entre Peel et McTavish. Oui, c'est ça. Donc, pas mal haut. Puis, il est mort pendant la construction de sa maison. Et donc, la construction a été arrêtée en 1804 et les ruines sont restées là pendant un demi-siècle. On disait que la maison était hantée. Donc, vous voyez qu'il fallait avoir une certaine arrogance, une certaine folie pour vouloir construire si loin de la ville. Mais à partir des années 1840, là, il y a eu mouvement de masse vers les hauteurs et vraiment développement d'une banlieue haut de gamme sur les flancs de la montagne. Au début du siècle, par contre, c'est assez... Bon, les Molson, donc quand les Molson entrent en ligne de compte, après le décès de Torrance, je pense que c'est après le décès de Torrance, mais en tout cas, la maison est vendue à l'un des membres de la famille Molson, je ne me souviens jamais lequel, qui est resté là pour le reste du 19e siècle, pour 2 ou 3 générations. Donc, c'était pas la seule résidence Molson à Montréal, parce qu'il y avait différentes branches de la famille, mais c'était l'une des résidences importantes. Les Molson l'ont appelé Belmont Hall. C'est la même maison, c'est la maison héritée de Torrance, mais probablement avec des ajouts au fil des décennies. Finalement, les Molson vendent la maison aux Sœurs Grises au début du 20e siècle, parce que les Sœurs Grises ont déjà... on est juste à côté de la terre que l'hôpital général avait acheté de Baron, puis plus tard, l'hôpital général a acheté la terre voisine entre la terre de Baron et la rue Saint-Laurent. Donc, tout ça, il y avait déjà une rente constituée à payer aux Sœurs Grises et finalement, donc, les Molson ont laissé les Sœurs Grises récupérer le tout. Et les Sœurs Grises ont loué et beaucoup plus tard vendu la belle maison Molson à une compagnie de vente d'essence. Et c'est devenu United Auto Service. Et puis United Auto Service avec Champlain, pardon, pas avec Champlain, avec la compagnie du père de Pierre-Éliott Trudeau, j'oublie toujours le nom, en tout cas, les différentes petites compagnies québécoises ont été rachetées et fusionnées pour créer Champlain Oil, ou les poteries pétrolières Champlain, qui était en fait une façade pour cacher derrière Standard Oil, donc SO. Et c'est seulement dans les années 1970 qu'on a finalement remplacé les bannières Champlain par les bannières SO, mais ils sont toujours là, encore là aujourd'hui, beaucoup plus durables même que la maison Torrance et Molson. Bon, ça c'est Durham House, donc qui est le voisin de Belmont Hall, le voisin des Molson. Mais voisin, ça veut dire situé quand même à une bonne marche parce que c'est au coin sud-ouest de la rue Prince-Arthur, qui à l'origine s'appelait la rue Bague. Donc, vous voyez, ça, c'est la petite maison donc, que John Clark a conçue. Il en a fait une copie pour lui-même un peu plus tard, un peu plus au nord, qu'il a appelé Mile End Lodge. Et il est difficile de distinguer les 2 maisons à moins d'observer soigneusement. Donc, je soupçonne qu'il avait une sorte de idée dans sa tête de ce qui constituait une belle demeure pour sa famille, puis on est resté là. La rue Saint-Laurent est à droite de l'image.
Donc, vous voyez, la maison ne fait pas face à la rue. Pourquoi faire face à un chemin rural sans intérêt? La maison fait face à l'escarpement et au fleuve pour profiter de la bonne vue. Et puis, bon, il y avait rien pour bloquer la vue, sauf la maison des Molson, qui était quand même à plusieurs centaines de mètres. Donc, voilà. Et puis, voici un autre exemple. Ça, c'est la maison de la famille Lonne au coin de Sherbrooke. Donc, et là, vous voyez le silhouette de la montagne derrière. Alors, c'était quand même un bel endroit. Surtout les Lunn, on est rendu un peu plus tard. C'est beaucoup moins la folie d'aller habiter sur les hauteurs de la côte d'Abaron. Bon, voici un tableau de James Duncan, le même Duncan qui a fait l'objet d'une belle exposition au musée McCord l'année passée. Son tableau de Montréal en 1832. Et juste pour vous situer, ça c'est la rue Sherbrooke, ça c'est la maison Lunn, donc ici on est à l'axe de la future avenue du Parc. Ça c'est Belmont Hall, donc ici c'est l'axe de la rue Saint-Laurent. Et puis ça c'est Durham House. Voilà, donc Durham House, Belmont Hall, maison Lunn. Ça c'est, je pense, Piémont, la maison de la famille Frothingham, si je ne me trompe pas. En tout cas, une maison un peu plus en arrière, un peu plus sur le flanc de la montagne, qui aujourd'hui a été remplacée par le stade d'hiver de l'Université McGill. Vous voyez les champs, les peupliers. On ne voit pas vraiment de verger dans cette image. Mais bon. Et la ville, elle est toute petite, mais bon, Notre-Dame, ça c'est Christchurch, qui à l'époque était toujours dans le Vieux-Montréal, un peu à l'est de Notre-Dame. Ça c'est voyons donc. C'est dans le coin de Notre-Dame de Moscou, mais je pense que c'est autre chose. En tout cas, c'est pas grave. C'est une des autres communautés religieuses. Encore une fois, des peupliers, ça c'est le champ de Mars. Ça c'est l'île Sainte-Hélène avec ses casernes militaires. Donc, joli paysage. Juste pour, pardon, j'aurais dû faire le zoom tout de suite parce que ça c'est la partie qui nous intéresse. Voilà. On voit les autres montérégiennes en arrière, donc bon, Saint-Bruno et Saint-Hilaire et plus lequel. Rouge, probablement Rougemont-Moins. Bon, et l'autre élément très important du paysage de la Côte d'Abaron, donc ça va être à partir de 1861, l'Hôtel Dieu. Cette image, donc, c'est une photo de James Inglis, l'un des grands photographes de l'époque, un peu avant Notman, mais ils ont dû quand même chevaucher pendant assez longtemps. C'est quand même dans la collection McCord aussi. Il était en haut de Ravenscrag. Ravenscrag, c'était la maison de Hugh Allen. Hugh Allen, qui était très présent dans les transports maritimes et ferroviaires, a acheté une partie de l'ancienne terre de Simon McTavish. Il a décidé qu'il allait construire sa maison encore plus haut que McTavish et qu'il allait réussir et ne pas mourir avant. Et donc, il a passé une bonne partie de la fin de sa vie dans sa belle grande demeure, plus haut que l'avenue des Pins. Enfin, vous connaissez l'endroit. Son fils l'a agrandi, l'a utilisé pour faire des belles soirées mondaines qui faisaient le plaisir du Montréal haut de gamme, fin 19e, et finalement la génération suivante a, je crois, donné la maison à l'hôpital Royal Victoria, et ça a été donc transformé en hôpital psychiatrique de triste mémoire pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de cet endroit-là, donc on parle de à peu près Avenue des Pins et Peel, on regarde vers l'est, et donc on voit le côté de l'Hôtel Dieu. Ici, c'est l'avenue des Pins. Ici, à peu près, c'est l'avenue du Parc. Et vous voyez que donc derrière ici, on a toute une rangée de constructions. Ça, c'est la rue Saint-Laurent, donc qui commence à être passablement bâtie dans les années 1860. Mais directement derrière l'Hôtel Dieu, évidemment, c'est le jardin des religieuses hospitalières de Saint-Joseph,
avec le mur qui l'entoure. Ici, c'est le futur parc Chalmers. Ah oui, et là, on aperçoit au loin l'institution des sourdes muettes. Donc, ça, c'est la rue Saint-Denis, Saint-Denis et Roi. Voilà. Et puis, il y avait aussi ça sur la côte à Baron. La carte postale est marquée Ancien moulin seigneurial au pied du Mont-Royal. L'autre dessin ici de John Henry Walker, on voit que ce n'est pas identique. Et enfin, Walker n'a pas dit quel moulin est dessiné. Et je pense qu'il aimait dessiner les moulins en général. Mais ce n'est pas complètement absurde de mettre son dessin avec l'autre parce que Walker habitait à côté, presque, dans le voisinage de l'ancien moulin, qui était situé à peu près à l'intersection Prince-Arthur et Saint-Dominique. Bon, Prince-Arthur et Saint-Dominique, il n'y a pas encore de rue, donc c'est quand même dans le champ, mais c'est un drôle d'endroit pour mettre un moulin parce que même avec toutes les images que je vous ai montrées, on ne voit pas énormément de production de blé qui aurait besoin d'être moulu. Et en plus, le moulin a été construit à la toute fin du 18e siècle, quand le secteur était déjà, enfin, c'était encore rural, mais c'était très proche de la ville. Puis, disons que les jours de son exploitation agricole étaient probablement déjà comptés à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait un moulin là? En plus, ce n'est pas les Sulpiciens qui l'ont construit. Les Sulpiciens, en tant que seigneurs de Montréal, avaient monopole sur la mouture de grains. On appelait ça le moulin banal parce que ça faisait partie de leur privilège comme seigneur. Ici, ce n'est même pas les seigneurs qui l'ont, c'est même pas les Sulpiciens qui l'ont construit. Bon, je vous donne un petit indice en disant que c'est le moulin du Fiat Claus. Donc, un arrière-fief à l'intérieur de la Seigneurie de Montréal. Et ce sera donc le moment de faire une petite parenthèse sur le régime seigneurial et qu'est-ce que tout ça veut dire. Bon, c'est ça. Le régime seigneurial, donc, a surtout été présenté comme quelque chose de très mauvais. Après la conquête, les Britanniques étaient déterminés de l'éliminer un jour à l'autre. Les gens qui voulaient faire de la spéculation sur les terres trouvaient que c'était particulièrement désagréable parce qu'il fallait payer des droits de mutation aux seigneurs. Et les droits de mutation étaient quand même assez élevés. On parle de quelque chose comme le 6e de la valeur du terrain. Mais l'ironie dans toutes ces attaques contre le régime seigneurial et les historiens, surtout anglophones, surtout américains, qui vont utiliser ça comme exemple des raisons pour lesquelles le Canada français était arriéré et complètement ancré dans un monde médiéval dépassé et blablabla. Bla, 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 mais les gens oublient que tous les systèmes de tenure de terre en Europe de l'Ouest, y compris en Angleterre et en Écosse, sont dérivés du système médiéval, féodal et seigneurial. Et dans une forme très, très, très simplifiée, ça a même été implanté aux États-Unis. Je dis très, très simplifié parce que dans le système américain, en fait, c'est seulement le gouvernement qui est seigneur. Mais si vous pensez au terme que les Américains utilisent pour l'expropriation, ils ne disent pas expropriation quand il s'agit d'un gouvernement qui va demander une terre pour des travaux publics. Ils vont toujours parler de eminent domain, le domaine éminent. Domaine éminent, c'est le droit du seigneur. Parce que dans le système américain, donc, le gouvernement est le seigneur et il garde, s'il n'y a pas grand-chose dans ses droits seigneuriaux, sauf le droit d'aller reprendre la terre en cas de besoin. Au Canada, on n'a pas la notion de domaine éminent parce que on
on pourrait dire qu'on a mieux éliminé notre régime seigneurial. On a donné un droit d'expropriation bien balisé pour des raisons très spécifiques par législation au gouvernement. L'autre affaire aussi, c'est que, bon, seigneur, d'habitude, quand on parle du régime seigneurial canadien et québécois en anglais, on va parler de seigneurial system. Mais on évite de faire la traduction anglaise parce que ça porterait à confusion. Mais le même système existait en Angleterre. Les seigneurs étaient appelés des lords. Puis quand il y a au Parlement britannique, la chambre haute s'appelle House of Lords, mais c'est précisément la chambre des seigneurs du Moyen Âge qui est devenu bon, l'équivalent du Sénat par la suite. Mais, ils ont encore des titres d'origine médiévale qui persistent, bon. Enfin, tout ça pour dire donc que de différentes façons, dans différentes parties du monde, il y a différentes persistances seigneuriales. Ah oui, une autre chose que j'allais vous dire, que j'ai remarqué juste dernièrement, j'ai trouvé une référence sur Wikipédia à une loi écossaise de 2002 pour l'extinction du tenure féodale. Donc, puis bon, là aussi, c'est un vestige. Ce n'est pas grand-chose, mais la loi d'extinction du tenure féodal de 2002 en Écosse faisait essentiellement la même chose que les lois du milieu du 19e au Québec. C'est-à-dire, ça donnait la terre en plein droit aux, aux gens qui occupaient la terre en éteignant les droits des seigneurs de percevoir des rentes ou des redevances. Voilà, je mets ce livre-là, le bref histoire du régime seigneurial de Benoît Grenier, parce que je trouve qu'il explique assez bien. Si j'avais l'occasion de passer à travers son manuscrit, j'aurais fait des corrections, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il explique bien, et le livre est petit, compact, et ben, justement, c'est dans la série Brève histoire des éditions du Boréal. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est un bon point de départ. Il reste à expliquer cette notion de... Okay, donc, pardon. Je retourne à ma terminologie anglaise, que le seigneur, donc, c'est le lord, et que le lord, il habite dans son manor. Et donc, ça, c'est le manoir du seigneur. Qu'est-ce qu'il y avait? Pardon, je suis en train de me perdre dans mes pensées. Voilà. Enfin, le rôle des seigneurs, donc, surtout au 18e et au 19e, c'est un peu d'être les grands personnages locaux. Ils ont une sorte de droit de regard sur tout ce qui les entoure. Dans une société où on n'a pas d'administration locale, les seigneurs sont d'une certaine façon l'administration locale. Ils ont aussi un pouvoir de justice locale. Donc, c'est les personnages chez qui on va amener les disputes. C'est les gens qui vont diriger les travaux pour aménager les chemins et donc forcer les gens de la terre à faire leur corvée de construction de routes. Pas populaire du tout, mais quand même nécessaire. Comme j'ai mentionné tantôt, ils ont le monopole sur la mouture des grains et donc ils gèrent les moulins, banaux. Ils sont aussi au Canada d'habitude les droits sur la pêche qu'ils peuvent accorder à d'autres gens. Mais en tout cas, ils ont donc une sorte de droit de regard sur beaucoup de choses. Je pense que c'est, à part les droits de mutation, c'était aussi impopulaire au 19e et surtout chez les anglophones parce que c'est comme mettre quelqu'un dans une position de pouvoir à cause de son statut social, de sa famille et de ses connexions, mais sans droit de vote ou de choix de la population concernée. Et dans certains cas, justement, il y avait des bons seigneurs, il y avait des mauvais seigneurs. Et si on était dans une seigneurie où le seigneur était trop absent, ou trop méchant, ou trop paresseux, ou trop n'importe quoi, alors ça pouvait rendre la vie plus difficile. Bon. En échange, on a eu par la suite, en fait, l'instauration d'un système municipal. Pas pour dire que les municipalités ont fait les mêmes choses que les seigneurs, mais
l'arrivée du système municipal est plus ou moins contemporain avec l'extension du régime seigneurial et plusieurs correspondances ont été établies, comme par exemple payer ses droits de mutation ou ses taxes annuelles sur la valeur des terres à la municipalité plutôt qu'au seigneur. Et évidemment, les municipalités aussi avaient leur responsabilité des chemins. Bon, il reste donc à mentionner la notion de fief et arrière-fief, parce que c'est ça qu'il nous fallait pour expliquer la situation étrange avec le fief Closse et ce moulin qui trônait sur la rue Prince-Arthur. Dans le système médiéval, les seigneurs ne sont pas seulement des gestionnaires de terre, ils font partie d'un système de défense et de gouvernance distribué. Le truc avec le Moyen Âge, c'est que, si vous voulez, entre la chute de l'Empire romain et la montée en puissance des rois de France à l'époque de Louis XIV, en fait, il y a une faiblesse chez les monarques. Et la façon de pouvoir gérer le territoire en situation de faiblesse, c'est de faire beaucoup de délégations et de s'entourer de gens de confiance. Donc, le roi est au sommet d'une hiérarchie de gens qui ont des droits sur des terres, qui peuvent ensuite, et eux-mêmes, ils peuvent donner des droits à des gens autour d'eux et faire leur propre cercle de gens de confiance. Il y aura presque toujours une obligation militaire et chaque donc, personne importante dans la chaîne s'appelle un seigneur. Il doit prêter foi et hommage à son seigneur supérieur. La terre associée donc au roi, c'est tout le territoire, pas vraiment national à l'époque, mais tout le territoire sur lequel le roi veut avoir juridiction. Ensuite, en dessous de lui, il y a les gens les plus influents et les plus puissants du royaume, qui sont les seigneurs de premier niveau. Puis ensuite, eux, ils trouvent des gens autour d'eux qui vont prêter foi et hommage et recevoir en échange une arrière-fief, donc une partie du fief de haut niveau. Et ensuite, ils vont pouvoir faire ça en cascade jusqu'en bas. En pratique, au Canada, au début de la colonie française, on avait besoin d'avoir des arrière-fiefs à des fins défensives. Et donc, quand on arrive à la création de Montréal en 1642, le seigneur, c'est la compagnie de Notre-Dame de Montréal, qui est basée à Paris, mais qui a envoyé comme représentant et personne fondée de pouvoir Paul de Chaudet de Maisonneuve. Donc, Maisonneuve agit en tant que seigneur, en plus d'être gouverneur et tout le reste, et il a ses hommes de confiance autour de lui. Il leur donne des bouts de terre en arrière-fief et il prête foi et hommage. Généralement, les arrière-fiefs sont placés à des endroits stratégiques qui ont besoin d'une certaine défense. Et l'un des endroits, c'est immédiatement à côté de la ville. Et là, Maisonneuve installe son homme de plus grande confiance, Lambert Closse. Donc, le fief Closse est créé en 1650, quelque chose, vraiment en partie pour récompenser Closse de ses services, mais aussi pour l'installer là comme défendeur de la ville. Par la suite, quand la Compagnie de Notre-Dame arrive en difficulté financière autour de 1663, puis la seigneurie est cédée aux Sulpiciens. Et puis, en même temps, Louis XIV commence à arriver. Louis XIV était très jeune quand il est devenu roi, mais là, il commence à être en plein pouvoir et à prendre des décisions. Puis il décide que la Nouvelle-France a besoin d'une gestion plus centralisée et surtout d'appui militaire. Donc, à partir de 1665 et l'arrivée du régiment Carignan-Salien et les autres appuis militaires venus de la métropole, on n'a plus vraiment besoin d'avoir un système féodal où les hommes de confiance ont le devoir de protéger la population et tout ça parce qu'on a des militaires. Donc, ça tombe déjà en désuétude 20 ans après la fondation de Montréal.
mais les arrière-fiefs continuent quand même assez longtemps. Il y en a beaucoup qui avaient été accordés aussi à des compagnies religieuses, pas des communautés religieuses, pas vraiment pour la défense du territoire, mais plutôt pour le maintien à long terme de ces communautés qui offrent des services sociaux essentiels à la survie de la communauté. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à la fin du 18e. Et il y a des... oui, ça, je voulais juste montrer ça. Ça, c'est une plante des Sulpiciens du Faubourg Salomon de 1801. Et vous avez ici, c'est marqué Fief Clos et ici Fief La Gauchetière. Ça, du côté ouest du Fief Clos, c'est la rue Saint-Laurent. Et le Fiat Clos commençait à l'origine au fleuve, mais a été repoussé, au fleuve qui est ici, a été repoussé de l'autre côté de l'enceinte fortifiée et maintenant part sur 45 ou 50 arpents à partir de la rue Saint-Antoine jusqu'à quelque part, je pense, à la rue du Mont-Royal. Et ensuite, la Fiat La Gauchetière, c'était Clos, on connaît bien qui c'est. Je ne sais pas pourquoi Mijon de Bransac, qui a épousé une femme qui s'appelait Catherine Gaucher, et donc ils ont fini par appeler le fief La Gauchetière en l'honneur de sa femme. Mais en tout cas, pourquoi le fief La Gauchetière a été accordé, je ne sais pas, mais ça aussi, c'est très ancien. Et ça, c'était plus grand aussi. Ça allait de la ville sur 50 arpents de long. Donc, jusqu'au bout du plateau, plus ou moins. En tout cas, on a donc ces deux arrière-fiefs-là, et les deux sont réunis à la Seigneurie de Montréal. Donc, les arrière-fiefs sont éteintes à la fin du 18e siècle. 1765 pour le fief Clos et 1768 pour le fief La Gauchetière. Normalement, à partir de ce moment-là, ça devait être des termes comme tous les autres. Mais c'était sans compter sur Pierre Fortier et Toussaint Pottier. Sont des personnages assez remarquables. Sont des personnages peut-être, je ne sais pas si on peut les... Enfin, d'une certaine façon, ils sont représentatifs de l'état d'esprit et de la façon de faire de la période du Bas-Canada. Le Bas-Canada, c'est une période étrange de l'histoire canadienne. C'est la transition entre le régime français et la gouvernance moderne qu'on a eue par la suite. C'est évidemment la période de la lutte des patriotes et des rébellions de 1837-38. C'est la période où, au début du Bas-Canada, dans les années 1790, la traite de la fourrure est encore florissante, c'est encore l'économie du pays. Et puis, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, c'est chancelant. En fait, la traite de la fourrure arrête d'être significative dans l'économie montréalaise autour de 1822, quand la Compagnie du Nord-Ouest, justement, accepte la fusion avec la Compagnie de la baie d'Hudson. Donc, dans cette période, on a beaucoup d'hommes riches qui ont fait leur fortune dans la fourrure. C'est là d'où viennent les Frobisher et McTavish, mais aussi James McGill, celui qui a donné son argent pour la fondation de l'Université McGill, et aussi Fortier et Pottier. C'est tous des gens qui ont fait leur fortune dans une forme d'économie qui est en voie de disparition. Aussi, c'est des gens qui ont grandi avec le régime seigneurial et considèrent que c'est tout à fait normal et juste, c'est pas eux qui vont demander son abolition, pas du tout. Ils veulent y participer pleinement. Mais aussi, il arrive que Portier et Pottier, tous les deux, s'en vont dans le... ils sont des investisseurs, ils ont une fortune qui arrive de la traite de la forêt, ils investissent en achat de terrain et puis deviennent des promoteurs. Et Fortier, il arrive qu'il met la main sur toute la propriété des descendants de Lambert Clos. Ce n'est plus la famille Clos parce que c'est passé à travers des lignes féminines aussi. Puis, d'ailleurs, à un moment donné, il y avait une petite fille de Clos qui a épousé le seigneur de l'île Bizarre. Et donc, la seigneurie de l'île Bizarre fait partie du patrimoine Clos avec l'arrière-fief Clos qui est toujours là. Mais là, donc, en 1765,
les Sulpiciens ont vraiment hâte à mettre fin à ces arrière-fiefs rendus complètement inutiles et témoins d'une époque révolue depuis plus d'un siècle. Et de toute façon, les droits de mutation sur un fief sont très, très élevés. Il faut payer ce qu'on appelle le droit de quint. Le quint, c'est donc le cinquième de la valeur du terrain. Et Forestier n'a pas cet argent-là. Donc, il est forcé, par ses propres circonstances, d'accepter que les Sulpiciens reprennent les droits seigneuriaux. Il devient un propriétaire régulier quand même de toutes les parties de la terre qui ne sont pas concédées à des gens qui habitent là. Ce qui est quand même pas mal parce qu'il est sur le point de lancer une opération pour augmenter la partie urbanisée du Faubourg Saint-Laurent. Et donc, il y a de l'argent à faire sur la vente de l'eau. Mais voilà que 30 ans plus tard, il a pas mal plus d'argent en banque et il est nostalgique pour les droits seigneuriaux qu'il a cédés 30 ans auparavant. Et là, il va en cours et il arrive à gagner. Là, je pense qu'on a un cas de cours plutôt partiel, cours qui est anti-sulpicien, parce que je n'arrive pas à imaginer quels arguments. Il a cédé ses droits seigneuriaux de sa propre volonté, et maintenant il dit qu'il a été fraudé, qu'il a été forcé à céder ce qui était à lui, et la Cour lui donne raison. Les Sulpiciens sont forcés à remettre en arrière-fief le fief Clos et instaurer Pierre Fortier comme seigneur. Et bon, il paye quand même son droit de quint. Alors, vous voyez maintenant, on a ce personnage qui vient d'un monde en train de disparition, qui vient juste de récupérer son statut de seigneur, et c'est à ce moment-là qu'il décide qu'il a besoin de construire un moulin sur la côte à Barron pour affirmer son statut de seigneur, même si c'est complètement inutile. À côté, son ami est quand même pas non plus jeune, mais d'ailleurs, oui, 30 ans plus jeune. OK, en tout cas. Toussaint Potier, qui devait être très jeune à la fin de la traite du fourrure, mais quand même qui lui aussi a son argent, qui est aussi dans l'investissement, puisqu'il est comme, je pense, je suis en train de me demander si on peut dire qu'il est un peu comme un fils adoptif de Fortier, mais il n'y a pas vraiment d'évidence pour ça. Quand même, ils étaient proches, c'est clair. Et lui, il copie son mentor, donc euh, il achète le fief La Gauchetière, qui n'est plus un fief, donc il achète les terres de ce qui était jadis le fief La Gauchetière, et là, il s'en va aux Sulpiciens pour dire, moi aussi, je veux que ce soit remis en fief. Et les Sulpiciens, ayant été embarrassés par la cause en cours de Fortier 9 ans auparavant, disent, OK, si tu insistes, tu peux être seigneur aussi. Et donc, malgré le bon sens et malgré eux, ils reconstituent aussi le fief La Gauchetière en 1804. Les Sulpiciens, ils sont en position très faible entre la conquête et 1840, donc pendant toute la période bas canadienne, parce que au moment de la conquête et de la cession du Canada, le statut des communautés religieuses masculines a été laissé en suspens. Et donc, les jésuites et les récollets, de toute façon, rendus à cette période-là, sont déjà en extinction et leurs terres vont être confisquées. Les Sulpiciens sont trop utiles pour subir le même sort, mais les Britanniques ne savent pas quoi faire avec, donc ils les laissent dans les limbes. Et puisqu'ils n'ont pas de statut juridique officiel au Canada sous domination anglaise, alors il y a bien des gens qui disent, bon, j'ai pas besoin de payer mes droits seigneuriaux parce que la compagnie de Saint-Sulpice, c'est un truc française qui est étranger. Et les Sulpiciens au Canada ne sont même pas incorporés officiellement, donc voilà, on va les laisser demander leur argent, tant pis. Et finalement, c'est en 1840, avec le Conseil spécial qui met de l'ordre dans les lois, mais qui quand même n'est pas élu, après les rébellions,
que les Sulpiciens sont confirmés dans leurs droits. Et à ce moment-là, ils vont commencer à exiger les arriérages de droits seigneuriaux et à reprendre de la vigueur. Mais à l'époque, Potier et Fortier donc, pouvaient les manipuler de cette façon, sans problème. OK. Voilà. Bon, Fortier meurt en 1815. Il avait épousé Thérèse Legrand, qui était déjà morte depuis 30 ans. Et leur descendance s'était constituée de 5 filles. 5 filles qui ont fait quand même de bons, enfin 4 sur 5 avaient fait de bons mariages. 5e était pas encore mariée à l'époque, au moment du décès de Fortier. Et puis en 1816, les héritiers, les 5 filles et les 4 maris, les 4 gendres de Fortier se mettent ensemble et décident, bon, le testament de notre père était vraiment bizarre parce qu'il y avait une foule de conditions. Il ne fallait pas qu'on fasse ça, il ne fallait pas que les terres soient subdivisées, il ne fallait pas que les terres soient séparées entre les 5 héritières, il fallait que ça reste toute copropriété indivise pour tout le monde. Plein de conditions contraignantes. Et en plus, l'une des filles avait épousé Denis Benjamin Vigée, qui pour Fortier était un fou radical, l'équivalent d'un communiste pour les Américains au milieu du 20e siècle. Et Fortier le détestait, donc il y avait des contraintes particulières que Maria Marde, épouse de Denis Benjamin Vigée, ne devait pas laisser son mari avoir le moindre capacité d'agir dans le dossier. Et puis il y avait Marie-Julie, qui n'était même pas encore mariée, qui avait des contraintes sur ce que son futur mari allait pouvoir faire. En tout cas, bref, c'était bizarre, compliqué. Alors, les héritières et leurs maris se sont mis ensemble pour faire une entente pour ne pas tenir compte de tout ce qui était compliqué et se partager l'héritage. Et voilà que l'un des exécuteurs est notre ami Toussaint Potier. Et Potier arrive à faire disparaître les autres exécuteurs, il est devenu un seul exécuteur, et ensuite il dit, mais là, vous êtes en train d'éloigner les biens de la succession, et donc il les amène en cour pour protester contre cette contravention au terme du testament. Et il n'en démord pas. Il va rester là, accroché pendant des décennies. Et c'est seulement, enfin, en 1841, je pense, il doit avoir recours à la faillite parce qu'il a eu des problèmes avec ses autres investissements. Et après ça, il est très vieux, il est en difficulté personnelle et il accepte enfin que la famille s'arrange pour faire un règlement d'une partie de la succession, puis le reste se règle assez rapidement après. Mais voilà, entre 1815 et 1842, alors presque 30 ans se sont écoulés. Plusieurs des filles sont mortes entre-temps. Alors, on a une fille, un fils, une fille et des petits-fils qui sont héritiers finalement au moment de la résolution du conflit. Et puis, il y a aussi Marie-Julie qui n'était pas encore mariée, qui finit par épouser Simon-Hippolyte Durocher. Sauf que au milieu de tout ça, ils sont tannés d'attendre, ou peut-être qu'ils ont besoin eux-mêmes d'avoir un peu d'argent, donc ils vendent leurs droits dans la succession à Pierre et Joseph Beaubien, qui sont quand même, ils ont des connexions, c'est pas n'importe qui. Les Beaubien sont alliés d'une certaine façon avec les Vigée et ils ont quand même pas mal de connexions avec les autres, donc ça va. Et puis finalement, Joseph Beaubien vend à je ne me souviens jamais si son frère ou son cousin Pierre, et donc c'est Pierre Beaubien qui devient le seul héritier de ce 5e. Pierre Beaubien, qui est un des personnages très importants du Myland et du plateau, parce que la partie qu'il va recevoir lors de la séparation du
patrimoine forestier, c'est les deux arpents de large entre Saint-Dominique et, pardon, de part et d'autre de la rue Saint-Dominique, donc entre Saint-Laurent et Colonial, c'est ça? En tout cas, la rue juste à deux arpents à l'est de, de Saint-Laurent, de l'avenue du Mont-Royal jusqu'en haut. Et puis aussi, Beaubien avec Louis-Hippolyte Lafontaine, le futur premier ministre, et un troisième, je pense que c'est Bourré, futur maire de Montréal. Les trois ensemble vont acheter le fief La Gauchetière lors de la faillite de Toussaint-Potier. Donc, ils vont devenir seigneurs. Et quand un censitaire, donc un occupant d'une grande terre voisine de la terre que Beaubien a eue de la succession fortier, donc juste à l'est en fait, quand cette terre est mise en vente, Beaubien l'achète. Et donc, il devient censitaire et possesseur d'une terre dans la seigneurie de l'arrière-fief, où lui-même il est seigneur. Et ensuite, tout est aboli par les lois dans les années 1850, et donc c'est la fin de l'arrière-fief, la gauchetière et closse pour de vrai, une fois pour toutes. Et donc, Pierre Beaubien, c'est un des grands gagnants de toute cette histoire, deux générations plus tard. Alors, voilà tout ça. Il y a deux, enfin, là je vais finir assez rapidement maintenant parce qu'on commence à être long, mais il y a deux études qui parlent beaucoup du Faubourg Saint-Laurent et donc de sa partie nord qui est la Côte-de-Baron. Un mémoire de maîtrise de Alan Stewart qu'il a fait à McGill en 88, et puis un rapport, c'était même pas un mémoire de maîtrise, mais c'est un rapport de fait d'études aussi à McGill, mais l'école d'urbanisme de Robert Marshall en 83. En fait, ce qui réunit les deux, c'est pas tant l'université McGill, même si les deux étaient à McGill, mais le fait qu'ils tous les deux ont travaillé avec Phyllis Lambert au début du Centre canadien d'architecture, quand elle avait mis sur pied un groupe de recherche sur la pierre grise, les bâtiments de pierre grise de Montréal, mais aussi un groupe de recherche sur Montréal. Et donc, c'était sous son égide et grâce à son soutien que les deux et d'autres chercheurs ont pu faire des recherches très détaillées sur la propriété dans le Faubourg Saint-Laurent pendant sa période de grand développement à la fin du 18e, début 19e siècle. Voilà, enfin, la période de Alan Stewart, c'est 1735, même du début du développement du Faubourg Saint-Laurent jusqu'en 1810. Et Robert Marshall, c'est un petit peu plus tard. Et il y a une copie du rapport de Robert Marshall au Centre de documentation de la Société d'histoire du plateau. Donc, ça, c'est la façon la plus facile de consulter si vous voulez. Probablement le mémoire de Alan Stewart aussi, non? Mais c'est facile à trouver parce que c'est numérisé et donc disponible dans le dépôt institutionnel de McGill. Avec les deux-là, on comprend beaucoup plus aussi sur Forestier et Potier. Mais une mise en garde, dans le rapport de Robert Marshall, il pensait que à cause du procès qui a duré presque 30 ans, que pendant cette période-là, rien ne se faisait sur les terres de Pierre Fortier. Et ça, c'est complètement faux. Pendant toute cette période-là, Toussaint Potier, dans son rôle d'exécuteur, était le gestionnaire et donc il tenait lieu de seigneur du fief Closse, en plus de son propre fief La Gauchetière. Et de toute façon, les droits de Pierre Fortier à ce moment-là étaient les droits de seigneur. Il n'était pas propriétaire, il n'était pas la personne qui allait faire des lotissements. On pouvait acheter des lotissements, mais comme seigneur, si la seigneurie était bloquée en litige pendant toute cette période, ça n'empêchait pas les gens qui étaient les vrais propriétaires ultimes des terres de faire ce qu'ils voulaient. En fait, s'il n'y a pas beaucoup d'activités sur la Côte-à-Baron dans cette période, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'activités en général, et c'est seulement à partir des années 1840 qu'on commence à en voir un peu plus, et surtout après
enfin, qu'est-ce que je veux dire? Non. C'est vraiment dans les années 1840 que Montréal reprend de la vigueur et commence à. Il y a beaucoup d'activités autour du fait que Montréal est devenue capitale du Canada. Il y a des gros projets de construction dans les années 40, beaucoup d'activités de carrière et de construction. Et aussi, bon, le grand incendie de 1852 va amener certains gens à se relocaliser à l'extérieur de la limite des 100 chênes parce que Montréal impose des règles beaucoup plus strictes sur la construction. Et donc, les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas construire des maisons solides en pierre ou en briques après 1852 vont devoir habiter un peu plus loin. C'est comme ça qu'enfin, le lotissement Cadieux commence à trouver preneur dans ses parties plus éloignées. Et le village Cadieux va émerger donc au milieu des années 1850, juste au nord de Duluth, entre Duluth et Mont-Royal, dans l'axe de la rue de Bullion. Mais à ce moment-là, c'est Ardouin Lyonnais qui est le promoteur responsable, ayant récupéré de façon peut-être un peu louche les droits de la famille Cadieux. Et le village Cadieux va devenir un village Saint-Jean-Baptiste et sera incorporé en 1861. Voilà. OK, une dernière chose donc au sujet qui a rapport aussi à l'incendie de 1852. L'incendie de 1852 donc, a pris naissance plus bas dans le faubourg Saint-Laurent, autour de, je pense que c'était autour de Saint-Laurent et Dorchester, la Gauchetière, quelque part comme ça. En tout cas, c'était en bas de la ville et ça s'est surtout propagé vers l'est. Il y avait un deuxième foyer d'incendie plus loin à l'est et donc la ville était très, très, très maganée à l'été 1852. Et une des choses qu'on a constatées en essayant de combattre l'incendie, c'est que le nouveau système d'aqueduc ne fonctionnait pas comme il fallait, et que les pompiers donc avaient du mal à avoir de l'eau pour éteindre les incendies. Il arrive qu'il y avait un réservoir dans ce système d'aqueduc qui était situé justement en haut de la côte, juste à l'ouest de la rue Saint-Denis, juste au nord de Sherbrooke. Qu'en 1848, la ville, un petit terrain que la ville avait acheté dans l'Alexandre Maurice Deville en 1848. Ce qui est très intéressant dans l'acte de vente de 1848, c'est que Deville a insisté que la ville devait, enfin, le réservoir était en plein milieu de sa propriété. D'ailleurs, voilà Sherbrooke, voilà Saint-Denis, voilà le réservoir, et puis ça et ça appartenait à Delisle. Donc, sa terre à l'origine était tout ça. Il a vendu la partie centrale. Il a envisagé qu'un jour, il allait vouloir construire des maisons de part et d'autre. Et donc, il a dit dans son acte de vente que la ville devait préserver les lignes de vue à travers le réservoir et ne pas mettre des constructions dessus ou à côté, sauf, si vous voulez, ils avaient le droit de construire un petit peu le long de Saint-Denis et de Laval, anciennement Sainte-Élisabeth. Et à part ça, il fallait garder les corridors visuels. Et puis aussi, s'ils voulaient construire de part et d'autre, il fallait qu'ils construisent des bâtiments haut de gamme de bonne qualité. Bon, tout ça, c'était la protection pour un développement qui allait arriver seulement une trentaine d'années plus tard. Donc, ils savaient que ça s'en venait, mais ils ne pouvaient pas savoir quand. Et Delisle lui-même est mort avant. Mais enfin, dans les années, à la fin des années 1870, début des années 1880, commence à avoir de l'intérêt pour le développement immobilier. C'est la succession de Delisle qui va pouvoir vendre des lots de chaque côté pour faire le beau quartier autour du Carré Saint-Louis. Et à cause de l'acte de vente d'origine, la ville est obligée à aménager l'espace en parc parce que la ville n'a pas le droit de construire quoi que ce soit là-dedans. Donc, ça devient le beau parc que c'est aujourd'hui. Enfin, peut-être pas le beau parc que c'est aujourd'hui tout de suite, mais ça devient quand même un assez beau parc. Et la succession des villes impose
elle-même des conditions sur le vent de ces lots, donc dans les années 1880. En particulier, les gens doivent construire avec des façades de pierre et il y a seulement deux types de bâtiments qui sont permis, le cottage ou le duplex. Et le cottage, pour eux, c'est une maison unifamiliale avec un étage principal mais aussi un sous-bassement et des combles. Donc, pour nous, aujourd'hui, on dirait une maison de 3 étages. Mais dans la conception de l'époque, c'était un étage avec les combles et le sous-bassement. Ça vous dit évidemment que l'entrée principale va être à l'étage principal. Ça veut dire que ça va prendre un escalier à l'extérieur pour arriver là, ce qui était très à la mode de toute façon. Là, on est en train de faire des bâtiments qui ressemblent à des palais de la Renaissance. L'autre sorte, le duplex, c'était pour nous, ça serait à 4 étages parce qu'il y a le sous-bassement, étage principal pour le logement inférieur, étage principal pour l'étage supérieur et ensuite les combles. Et encore une fois, l'entrée pour les deux logements se trouve au niveau principal bas avec un escalier intérieur pour monter l'étage supplémentaire. Et c'est peut-être pas surprenant que quelques années plus tard, quelqu'un a l'idée de faire des maisons de 3 étages où le sous-bassement est un logement séparé et il n'y a pas d'étage de comble, seulement 3 étages avec 3 logements. Et voilà, on a des triplex qu'on voit de cette façon-là avec escalier extérieur et dans un contexte de belles maisons bourgeoises à partir de 1888. Il y avait une dernière chose que je voulais ajouter là-dedans. Ah oui, c'est ça, le réservoir. Pourquoi est-ce que le réservoir a été abandonné donc après l'incendie de 1852? C'est que on s'est rendu compte que le système d'aqueduc au complet était déficient. Et enfin, ce système-là, le système des années 1850, l'idée était qu'on pompait de l'eau du fleuve dans le port, très propre cette eau-là, puis on pompait directement vers les clients. Le réservoir sur la terre de l'île avait été construit seulement pour le trop-plein. Donc, le fait que le réservoir soit vide au moment de l'incendie, ce qui était le cas, ne devait pas avoir été un problème, parce que normalement, on devait pomper directement vers la demande. Mais la tuyauterie, puis tout le système était tellement pourri que ça n'avait pas réussi à fonctionner. Alors là, à partir de 1855 à peu près, il y a eu des ingénieurs qui ont vraiment bien étudié la question, qui ont essayé de trouver un système d'eau pour amener de l'eau propre en quantité suffisante et avec une pression suffisante pour ne pas répéter cette catastrophe. Et voilà donc qu'il a fallu construire des réservoirs plus hauts. Voilà. Je pense que, donc ici, c'est le campus de McGill. Ici, ça, c'est le bâtiment principal de McGill. Juste derrière, sur la rue Dr. Penfield, le réservoir McTavish, c'était le début du nouveau système. Et puis, l'eau était tirée des rapides de la Chine, là où on était certain d'avoir de la qualité, amenée par un canal dans le sud-ouest, le canal de l'Aqueduc, jusqu'à une station de pompage située qui est maintenant le bas de la rue Atwater. Puis en fait, l'avenue Atwater a été créée par-dessus l'espace où on avait, le corridor où on avait mis le tuyau pour amener l'eau de la station de pompage jusqu'à la montagne. Donc, Atwater, qui était nommé pour un monsieur Edwin Atwater, mais qui était responsable de l'aqueduc, il avait un nom qui était quand même prédéterminé. C'est pas Atwater qui a conçu le système, c'était un autre ingénieur, mais c'était une très grande réalisation des années 1850. Par la suite, on a mis la station de pompage, on a quand même mis un bassin pour laisser descendre et éliminer les débris dans l'eau, mais ce n'était pas suffisant. Donc, plus tard, on a rajouté une vraie usine de filtration qui est toujours là, évidemment, aujourd'hui. C'est l'usine des Baillies, je pense, en tout cas, la grande usine Art Déco de filtration d'eau au bout du canal de l'Aqueduc et en bas de l'avenue Atwater, c'est
là où il y avait des pompes à l'origine. Il y a toujours des pompes là aujourd'hui pour amener l'eau sur la montagne. Et bon, le réservoir McTavish a été rejoint par plusieurs autres réservoirs et donc on a un très grand système d'eau. Mais avec l'eau entreposée sur la montagne d'abord, ça veut dire que c'est toujours de l'eau avec une bonne énergie potentielle en haut de la montagne qui coule vers le bas, vers tous les utilisateurs. Et comme ça, on a une pression suffisante, même pour combattre les incendies. Et voilà, OK, c'est tout. Merci beaucoup de votre attention. Et je prendrai bien sûr des questions s'il y en a.